Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Aujourd'hui, nouveau react d'une interview de chez Rebelle. Et déjà, juste au titre, ça m'a... Dire ça, c'était tellement horrible. D'ailleurs, regardez, j'ai été victime d'inceste. Pour ceux qui savent pas, inceste, c'est quand t'as des rapports avec des gens de ta propre famille. Mais quand on l'utilise, c'est pas forcément pour dire de bonnes choses. Voilà. Bon, on va voir et on va en parler. Je vais pas tout dire dans l'annonce. On regarde petit à petit et je dis ce que je veux dire. Parce que là, en plus, elle a marqué, j'ai été victime d'inceste. Vous vous doutez bien que ce qui arrive, c'est un V. Vas-y, regardons. Bonjour, je m'appelle Megan Nakache, j'ai 22 ans et je suis ici pour témoigner de l'inceste que j'ai subi quand j'étais jeune. Quand j'étais petite, mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment toute petite. Donc je vivais principalement avec ma mère, mais du coup je devais voir mon père un week-end sur deux. Il était chauffeur routier, donc je le voyais du coup tout le temps dans son camion. On devait prendre la route puisqu'il travaillait les samedis et dimanches. Il n'avait pas vraiment de logement fixe, c'était principalement dans son camion que je devais le voir, dans un hôtel si c'était entre deux missions. Ou alors chez sa mère. Donc le cauchemar a commencé en 2006 quand j'avais 6 ans. Un soir où on était dans un hôtel proche de 2006, ouais, donc c'est une 2000. Paris, entre deux trajets qu'il devait faire. Et donc ce soir-là, en fait, il a commencé à me parler, à me dire que il allait me demander de faire quelque chose de normal, que tous les pères faisaient avec leurs filles, qu'il fallait vraiment pas que j'en parle, que c'était très secret entre lui et moi. Et du coup, ce soir-là, il m'a demandé de lui donner ma main, qu'il a posée sur son sexe. Et il m'a demandé de lui faire des choses. Et à partir de là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment paniqué. Je me souviens que j'ai retiré tout de suite ma main et que j'ai pas compris. Que tout de suite, il a un peu surenchéré en me disant non mais c'est normal, t'inquiète. T'as vu son père qui fait ça à sa fille, déjà c'est horrible. Et t'as vu, je sais que c'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça, mais on remarque un taux augmenté de pédophilie chez les catholiques. Et là, je dis ça parce qu'elle porte la croix chrétienne, mais il n'y a pas que les catholiques qui la portent. Il y a plein, tu sais, parce que les chrétiens, ils sont plein de branches. Il y a les catholiques, donc eux, où il y a beaucoup de pédophilie chez eux, mais il y a les témoins de Jéhovah, il y a les, comment ils s'appellent là, les évangéliques, les... Ah, je les ai en plus, attendez. Bah, il y a les évangéliques, les témoins de Jéhovah. Bref, voilà, ils sont pleins. Mais je remarque que chez les catholiques, frérot, il y a beaucoup de pédophiles. Carrément, on ressasse de 1950 à 2022-2023. Il y a eu plus de 330 000 cas de pédophilie dans les églises, par des prêtres catholiques, tout ça. Après, je sais pas si c'est forcément catholique, mais dans les églises, il y a ce taux-là qui est... Ce nombre-là, c'est horrible, hein. Voilà, dites-moi en commentaire un peu plus si, voilà, si vous avez plus de choses, s'il y a un problème chez les catholiques. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Enfin voilà, il a vraiment un peu fait son lavage de cerveau. Et du coup, j'étais vraiment stressée. Je comprenais qu'il y avait une situation qui n'était pas normale dans le sens où c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'étais vraiment paniquée, mais malgré ça, c'était mon père qui me parlait, donc j'étais vraiment, vraiment confuse. Suite à cette première fois, je continuais de le voir un week-end sur deux parce que j'avais très peur et j'en avais forcément pas parlé à ma mère. J'étais contrainte de le voir et de subir à chaque fois toutes ces choses à répétition. Puis c'était de plus en plus gros. Après, c'était des demandes viens te laver avec moi et sous la douche, tu vas laver papa et moi je vais laver. 6 ans, frère. 6 ans. 6 ans. Comment tu peux vouloir autre chose que la PDM pour ces pédos, wesh. Tu vois, en plus, là, elle a dit, elle a été victime d'inceste. Mais pour moi, on va dire, même si les deux se contredisent pas et ça peut être ensemble, pour moi, c'est de la pédophilie avant l'inceste. T'as capté ou pas? Mais les deux vont ensemble et ça se contredit pas. Son père, c'est un pédo et il a fait de l'inceste à sa fille. C'est horrible. Et moi je vais te laver, donc forcément c'était tout de suite les mains placées pas où il fallait, c'était pas vraiment un père qui lave sa fille. Donc ça a continué, c'était des demandes tout le temps. Quand on était dans son camion, c'était des demandes aussi pendant qu'il conduisait, il fallait que je fasse des fellations, il fallait que je fasse vraiment tout ce qu'il me demandait parce que si je le faisais pas de toute façon il pouvait même être violent, donc en fait j'avais pas le choix.
Il a été vraiment de plus en plus loin également dans les discours. Il a commencé à me parler de plein de choses. Il m'avait aussi une fois donné un magazine pornographique et il m'avait dit bah tiens, tu regardes le magazine et puis tu choisis une scène qui t'intéresse et on la refera avec papa après. 6 ans, wesh. Donc c'était vraiment tout le temps un lavage de cerveau, c'était tout le temps plein d'infos en tête et j'avais vraiment pas le choix de toute façon de faire ce qu'il me demandait. Le temps, bah, il passait, j'avais plus 6 ans, mais j'avais 7 ans, puis après j'avais 8 ans. Et du coup, durant ces 2 années, ça a vraiment continué, c'était de pire en pire. C'était même une évidence en fait, c'est-à-dire que j'y allais le week-end et je savais pertinemment ce qui allait m'arriver. Et c'était tout le temps et partout, parce que même quand il n'était pas au travail et qu'on était dans sa voiture, il me demandait aussi de faire des choses. Il était capable de se mettre dans une rue isolée pour me demander de faire des choses sur lui, pour que lui, il puisse aussi me toucher malgré que j'en avais pas envie. Plus les mois passaient et plus j'avais... C'est une dinguerie, on se rend pas compte, hein. Il y a plus de pédos qu'on ne le croit, hein. Wow. 8 ans, dites-vous, elle était sûrement même pas pubère. Même pas pubère. J'avais de plus en plus peur et surtout je comprenais que c'était pas normal. Mais malgré moi, je pouvais pas en parler à ma mère parce qu'il me faisait des menaces qui étaient trop importantes. Je pouvais pas en parler parce que si j'en parlais, j'allais soi-disant aller en prison, que ma mère allait mourir, que lui aussi irait en prison, que je serais considérée vraiment comme la pire des enfants. Et du coup, bah, j'avais forcément peur aussi de ce qui pouvait arriver à ma mère. Ça paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, quand lui il me le disait, ça me paraissait peut-être logique parce que c'était encore une fois mon père qui me parlait, donc j'étais beaucoup plus... Enfin, je le croyais en fait. C'était une personne qui, devant les autres, paraissait très sympathique, très gentille, mais en réalité... Ouais, c'était monsieur tout le monde, hein. Tu le soupçonnes pas. Par contre, elle a un très grand courage, hein. Vous savez que là, on se rend pas compte et c'est pas évident pour tout le monde. Mais vous savez que rien que le fait qu'elle vienne en parler, le fait d'en parler, c'est un courage immense, hein. En réalité, bah, forcément, il était rempli de vices et il était très pervers aussi. Il buvait beaucoup d'alcool et pendant, par exemple, bah, tous les week-ends où j'étais avec lui et tout ce qu'il me demandait de faire, il pouvait en devenir violent si je refusais de faire quoi que ce soit. Donc c'était ça ou les coups. Au fur et à mesure du temps, il voulait vraiment repousser mes limites. Malgré le fait que j'arrivais pas à en parler, je comprenais que c'était pas normal. Et donc j'étais rentrée dans un cercle vicieux où en fait j'essayais surtout de négocier, c'est-à-dire que par exemple il allait me demander d'éjaculer dans ma bouche et moi c'était des choses, enfin ça me dégoûtait déjà à 8. Wesh, frère. La PDM, hein. La PDM, hein. Pour ces gens-là, c'est wesh. Je comprenais que c'était vraiment pas normal. Je devais négocier que bah non. Et c'était vraiment un cercle vicieux en fait entre mes limites et ce qu'il me demandait. Et au-delà de ça, il avait vraiment un esprit pervers dont je me rends compte aujourd'hui. Je sais qu'il parlait avec la fille d'un ami à lui qui avait 16 ans et qu'il s'isolait avec elle pour faire des trucs avec elle, mais elle avait 16 ans. Moi, à l'époque, je la voyais comme une grande. Aujourd'hui, je sais que bah, c'était vraiment pas normal. Je me rappelle de lui aussi, la manière dont il pouvait accoster une fille dans la rue, dont il pouvait regarder les filles et les plus jeunes. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec un esprit tordu. Du coup, sur toute cette période, donc de mes 6 ans à mes 8 ans, bah, forcément, j'allais à l'école, comme tous les enfants. Et c'est vrai que je remarquais qu'il y avait une différence avec mes copines, par exemple, puisque je voyais qu'elles avaient leur papa, ok, comme moi. Mais c'est vrai que c'était différent, puisque elles me racontaient qu'avec leur père, bah, elles sortaient, elles allaient au parc, elles allaient voilà, faire les magasins, enfin, comme toute relation père-fille, normale. Moi, je remarquais qu'il y avait un problème. Déjà parce que je savais qu'il m'arrivait quelque chose dont j'avais pas le droit de parler. Je commençais à cette période à faire des cauchemars. J'écrivais un peu dans un carnet ce qui m'arrivait. En fait, j'étais vraiment dans la confusion, mais en même temps, je savais qu'il fallait pas que j'en parle. Du coup, j'en prenais pas le risque d'en parler à mes copines non plus. Et je comprenais que ça n'allait pas, puisque mes copines, elles me parlaient pas de ça non plus. Et elles avaient pas l'air d'avoir les mêmes week-ends que moi quand elles allaient voir leur père ou quand elles vivaient avec leurs parents. Mon état d'esprit sur ces 2 années, bah, il a beaucoup évolué. Je suis passée de la petite fille, vraiment, j'avais 6 ans, et j'étais terrifiée, j'étais très confuse. Et lors de mes 16... D'ailleurs, en plus, parce que moi, j'avais regardé un reportage il y a pas longtemps sur le Cambodge. Qu'est-ce que ça m'a dégoûté.
J'avais regardé un reportage sur le Cambodge, donc des images qui remontent de 2004, c'est pas quoi. Donc c'est un mec qui fait le reportage, il fait genre c'est un client. C'est pas il va au Cambodge dans les années 2004, il y a des petits, ils se jettent sur lui, il vient, il dit ouais viens, il y a des filles là-bas, hein. Monsieur, venez ici. On a des jeunes filles. Il y a des filles là-bas, viens. En gros pour baiser, t'as capté. C'est un quartier rouge, vas-y va. Mais c'est un quartier de pédophiles, il lui dit quoi? Les Cambodgiens là, qui veulent faire tourner leur business de pédophilie, ils le viennent, ils le ramènent. Ils lui disent, tiens, attends, on va te ramener les filles. C'est pas, vas-y, ramène une meuf de 12 ans, c'était horrible. C'est l'une des chambres du bordel. Une enfant entre dans la chambre. Vous en avez de plus petites? C'est pas, tu vois quoi, une fille de 6 ans. Oh, qu'est-ce que c'est horrible à voir. 12 ans, 11. Il l'a ramené et là, il a montré son reportage en caméra cachée, mais je me dis, mais là, il y a vraiment des gens, ils voient ça, ils piochent, ils disent, ouais, celle-là. Ah, c'est horrible. Et bon, j'ai vu qu'apparemment au Cambodge, ils sont plus sévères là-dessus, j'espère. J'espère qu'ils les sanctionnent sévèrement, ceux-là. Parce que c'est horrible, et là, ça me fait penser à ça. Ça a 8 ans, j'étais toujours aussi terrifiée et confuse, mais j'étais surtout remplie d'une haine envers lui, de par les week-ends que je passais qui étaient juste affreux, qui étaient vraiment immondes. Et de toute façon, je faisais rien d'autre, donc mes week-ends, c'était vraiment c'était l'enfer en fait. La limite qu'il a pas pu dépasser finalement, c'est celle de vraiment faire un rapport sexuel vraiment, puisque mon corps en fait d'une enfant de 7 ans, il a pas accepté, c'était pas possible physiologiquement, ça c'était pas possible en fait. Et donc est venu ce fameux jour où je pense qu'inconsciemment j'ai eu un déclic intérieur. En fait, j'étais au téléphone avec une amie de ma mère. Et cette amie-là, en fait, elle me parle et en fait, elle me parle du rôle d'une mère, comme quoi il faut tout dire à sa mère, qu'il faut vraiment se confier, avoir confiance en sa mère. Et du coup, je réponds naturellement et spontanément, de toute façon, moi, je dis pas tout à maman. Par miracle, ma mère était dans la chambre à ce moment-là. Une fois que j'ai raccroché, elle vient me voir et elle me dit qu'est-ce que tu me dis pas, tu sais que tu peux tout me dire. Je me souviens être vraiment figée, tétanisée. Je savais que c'était le moment où ça allait enfin peut-être changer, mais en même temps j'avais terriblement peur puisque pour moi ça allait être le moment où peut-être j'allais aller en prison et que ma mère allait mourir. Je me souviens de ne plus avoir réussi à parler. Donc ma mère est partie en fait chercher un cahier qu'elle m'a donné où elle m'a dit écoute, essaye d'écrire, essaye de me dire. Elle m'a posé plein de questions mais elle était loin d'imaginer le sujet. Elle a commencé par aborder l'école, les notes. Ah bah oui, sa mère, en fait, t'imagines jamais, tu vois, surtout que son père, ça doit être monsieur tout le monde. Il est gentil dehors et à l'intérieur, c'est un monstre. Ces gens-là, tu te doutes jamais. Tu te doutes jamais qu'ils sont capables d'une telle chose. La maîtresse, puis elle est enfin venue au sujet de mon père en me disant tu t'es disputé avec papa, enfin vraiment elle était dans des sujets finalement qui sont banals dans la vie d'un enfant. Donc j'ai pris ce carnet, j'ai écrit des mots, j'ai écrit des mots qui me semblaient en rapport avec la situation et du coup je me souviens de la voir s'effondrer en larmes et elle a quitté la pièce et après, elle est revenue et elle m'a dit écoute, mets tes chaussures et on va au commissariat. Elle commence à m'expliquer que je vais devoir parler à des personnes qui vont m'aider, que ces personnes, elles vont être très gentilles, que j'ai pas à avoir peur. Moi, je commence à regretter très vite à ce moment-là de lui avoir parlé parce que j'avais quand même toute la pression, je pense, qui sortait, tout le stress, toutes ces questions que je m'étais posées sur ce qui allait m'arriver, qui étaient en train vraiment d'exploser dans ma tête. Et ensuite, je suis arrivée au commissariat. J'ai été donc tout de suite forcément pris en charge. Et je suis tombée du coup sur un policier qui était vraiment super, qui a pris le temps de m'expliquer, qui a pris le temps de me rassurer. Voilà, donc ça m'a rassurée petit à petit, mais ça a été long quand même. Les policiers nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter tout de suite. Il y avait un certain nombre de preuves et un délai qui devait d'abord être fait. Donc ma mère, en fait, elle devait faire semblant avec lui, donc ne pas lui dire vraiment pourquoi j'allais pas aller le voir, parce que forcément j'allais pas le voir. Ouais, et en plus, ça a dû être horrible, tu sais.
sais, quand tu vois le vrai visage d'une personne et que tu dois jouer le rôle en attendant de faire semblant, mais tu fais semblant pour un bien, tu fais semblant le temps, là, tu fais semblant ce temps-là pour un bien bien meilleur qui arrive. Et là, le bien, j'espère, il a pris 30 ans de prison. Même, il s'est fait... Vas-y, bref. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Prison Break saison 5. Quand Sarah Tancredi, elle découvre que son mari Jacob, là, celui qui a remplacé Scofield, c'est lui Poséidon. En gros, c'est un méchant. Il canne des gens, tout ça. Il est responsable de nombreuses catastrophes et tout. Elle le découvre, elle doit jouer le rôle. Et elle doit protéger son fils. Elle dit, ouais, ramène ton fils là-bas, nanana. Et en gros, Sarah Tancredi, elle a dû jouer le rôle avec Jacob. Poséidon. Et ça me fait penser à ça. Le temps que Scofield réussisse à remettre les choses dans l'ordre. Elle va le voir. Donc elle devait lui trouver des excuses. Meghan est malade, Meghan a un anniversaire chez sa copine, on va partir en vacances. Vraiment lui répondre et faire semblant. Donc je pense que ça a été sûrement l'une des choses les plus dures pour elle de devoir lui parler comme si de rien n'était. Il a enfin été arrêté. Et donc la procédure judiciaire a continué. J'ai dû d'abord faire une confrontation avec lui. Je me rappelle que ça a été la pire chose, vraiment la pire chose de toute cette procédure judiciaire, puisque j'ai dû me retrouver face à lui avec nos avocats respectifs, en face de policiers. Et là, on devait vraiment se confronter nos dires. Alors lui, au début, il niait, il a beaucoup nié. Au final, il a avoué. Mais quand il a avoué, il a tout remis sur l'alcool. J'essayais tant bien que mal, avec mes mots et mon éloquence d'une enfant de 8 ans, d'expliquer que il n'était pas tout le temps sous alcool, que des fois il n'avait pas bu, que je savais quand il avait bu et quand il n'avait pas bu, et que quand il avait dormi toute la nuit dans son camion et que dès qu'il venait de se réveiller, il me demandait de faire des choses, je savais pertinemment qu'il n'avait pas bu et qu'il n'était pas sous alcool. Donc c'était compliqué pour moi de me défendre. Aujourd'hui, forcément que si je devais me retrouver face à lui, ce serait beaucoup plus simple et j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Mais à l'époque, c'était trop difficile. Cette confrontation, elle était horrible parce que finalement, lui savait s'exprimer puisque c'était bien un adulte mal. Ah, ça, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au spectacle de Fabrice Eboué. En gros, il y en a qui disent ouais, c'est déplacé de rigoler sur les vannes de pédophilie, mais il en rigole en dénonçant ça. Je trouve ça quand même que le fait qu'il dénonce, c'est bien. Et en gros, il dit que voilà, il y a 330 000 cas de pédophilie dans les églises. Je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la pédophilie dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. 330 000, vérifiez chez vous, 330 000. Et il dit ouais, comment ça s'est passé? Et il dit comment l'enfant raconte sa déposition. Et il dit ouais, Père Martin a fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce qui se passait? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser aux collègues. Il était là, le Père Martin a fait quelque chose de très mal. Et il explique et... En fait, juste le fait que lui, en tant qu'humoriste, il dénonce ça, c'est déjà horrible. Et il dit, Père Martin m'a obligé à faire une fellation. Le Père Martin a fait quelque chose de très mal. Oh! Et qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant? Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh! Et comment ça s'est passé? Et en fait, c'est horrible, j'ai essayé de mettre la scène. Et tu peux me montrer comment ça s'est passé? Mais 330 000, t'es bien obligé! C'est-à-dire, d'un côté, tu rigoles et il dénonce ça, mais d'un autre côté, c'est horrible. Majeur, et que moi, j'avais pas lui, ça veut dire, mais à l'époque, c'était trop difficile. Cette confrontation, elle était horrible, parce que finalement, lui savait s'exprimer, puisque c'était bien un adulte majeur, et que moi, j'avais beaucoup de mal. Donc voilà, j'avais été très stressée. Il y a eu un premier procès, avec une décision qui avait été de 7 ans de prison. Il y a eu un appel qui a été fait tout de suite par ma mère. Et au final, suite à cet appel et suite aux premiers mois qu'il avait fait en prison et sa bonne conduite, la peine, elle a été remise et au final, il aura fait que 3 ans en prison. Je me souviens que ma mère, elle était dans un... 3 ans, alors qu'il avait sa fille de 6 ans à 8 ans. C'est une dinguerie, hein. Ça me fait penser à un rappeur qui dit
Bon, il est pas très connu, hein, mais il dit un an pour viol, 5 ans pour stup. Ça me fait penser à ça. Et puis même Mister U, il était passé à la télé, il disait ouais, je vends des barrettes de shit, je prends plus qu'un V. Et celui qui dit moi j'étais la barrette de shit, c'est lui qui l'a voulu. Bon, je suis ni d'accord, ne vais pas, enfin ne faites pas ça, le V, et ni ne vendez de ces choses, ces mauvaises substances. Ne faites aucun des deux. Les deux, c'est des choses mauvaises. Dans un état de rage envers la justice, envers son avocat, envers tout le monde. Donc je comprenais que il allait pas faire toute sa vie en prison. 7 ans pour moi, ça voulait un peu rien dire. Je comprenais vite fait en fait finalement. Mais ce que je comprenais, c'est qu'il allait sortir de prison. Et j'avais peur parce que je me demandais quand il allait sortir de prison, est-ce que j'allais devoir continuer de le voir un week-end sur 2 ? Sur le coup, c'est pas très clair. Finalement, j'ai compris qu'il avait été déchu de ses droits paternels et que j'allais pas le voir un week-end sur 2 comme ce que je pensais. J'appréhendais finalement ce jour où il allait sortir de prison. Et en fait, ce que j'avais aussi compris, c'est qu'il allait avoir une interdiction de m'approcher, mais jusqu'à mes 18 ans. C'était super bizarre parce que toute ma vie, finalement, j'ai appréhendé mes 18 ans. Et j'avais peur que le jour de mes 18 ans, il me kidnappe, en fait, limite. Et du coup, ouais, ça a été compliqué pendant l'adolescence. Donc ensuite, il a fait sa peine. C'est passé très vite. Il est très vite sorti de prison. J'ai très vite su qu'il était sorti de prison. Quand j'avais 14 ans, un été, enfin c'était l'été, j'ai reçu un message d'une de ses amies. Apparemment, il avait des amies. C'était une femme en plus. Et elle me dit écoute, je suis une amie de ton père. Je pense que tu devrais lui pardonner. Après tout, l'erreur est humaine. Enfin, Mais je mets des folles, elle aussi. Mais est-ce que ça serait pas lui sous un faux compte? Il m'envoie un très long message. Et là, j'avais 14 ans, j'avais énormément de haine, j'avais compris ce qui m'était arrivé, j'étais en pleine adolescence et j'ai vraiment vrillé lors de ce message-là. J'avais fait un message directement à lui, en fait, je l'avais cherché sur Facebook et j'avais même pas répondu à cette dame. Je lui ai fait un message et je lui ai fait un long message. Bon, un long message d'une adolescente de 14 ans, donc aujourd'hui, voilà, ce serait pas très beau à entendre. Mais c'est vrai que j'avais vraiment évacué ce jour-là, je pense, une partie de ce que je pensais, qui aujourd'hui, ça n'a pas servi à grand-chose, hein, j'ai toujours autant de haine. Mais c'est vrai que je m'étais défoulée à 14 ans sur lui. Après, j'ai plus jamais entendu de nouvelles de lui. Toute la période où il a abusé de moi, ça a été la pire période de ma vie. Mais ce serait mentir de dire qu'après c'était totalement bien. Pendant du coup toute mon adolescence, ça a été donc très compliqué avec le regard que j'avais de moi-même. Et très vite ça a développé des troubles en fait de l'alimentation, à tendance anorexique, à tendance boulimique. J'ai grandi avec ça, je grandis encore avec ça aujourd'hui. Ouais, le traumatisme qu'elle doit avoir. T'imagines quand même l'enfance. Ouais, c'est quoi ton enfance? Toi, tu vas dire quoi? C'est Dragon Ball, mon enfance. Lui va dire quoi son enfance? Moi, c'était les City. Tous les week-ends, j'allais au City. On s'amusait entre potes. Moi, c'était Black Ops. On se faisait tous les secrets. Elle. C'est quoi ton enfance? Son père, il l'avait. Et c'est triste, les choses comme ça. Là, en plus, là, il y a une vidéo qui arrive. On va parler de la situation parent-fils. Où les parents, comme de ce cas-là, où c'est les parents le problème et les fils subis. On va parler de ça. Donc ça a vraiment été très compliqué. Le après, c'est tout autre chose, mais c'est tout aussi difficile. C'est en fait de se rendre compte ce qui nous est arrivé. Donc déjà, j'ai dû prendre conscience de ce qui m'était arrivé. On a mis des mots finalement sur ça. J'ai compris que c'était un sujet qui était interdit, que les mots étaient pour moi sales en tant que victime. Et en fait, j'ai commencé à ressentir beaucoup de dégoût, beaucoup de haine. Et forcément, à ce moment-là, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin toute mon adolescence. Et finalement, j'ai eu du dégoût envers moi, et du dégoût et de la haine envers lui. Et je pense que ça s'est beaucoup ressenti finalement quand j'étais adolescente. Tout d'abord, je me sentais super sale et je me détestais. Et même aujourd'hui, c'est encore trop difficile. Et du coup, de ressentir autant de dégoût pour soi, ça joue dans la vie sociale finalement, même au sein de la famille, parce que forcément, j'avais pas le meilleur des caractères après. Sur le plan physique, c'était vraiment, je pense, le pire point finalement, parce qu'en plus, je voyais mon corps grandir.
mon corps devenir un corps de femme, hein. J'étais plus qu'adolescente après. Quand je me regarde dans le miroir, en fait, j'ai toujours l'impression que c'est le même corps que quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que en réalité, c'est toujours moi. Chaque détail, c'est facile à critiquer. En fait, c'est comme si finalement mon corps, c'était toute cette histoire que je traînais avec moi au quotidien. C'est par mon corps que tout a été fait. Et du coup, ouais, ça a été vraiment... c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Et suite à ça aussi, ce qui a beaucoup joué, je pense que c'est les cauchemars. Déjà, en plus, j'allais parler de ça. Dis-moi ce qui me... Par rapport à d'autres traumatismes, bon, c'est moins grave que ça. Mais par rapport à des... Tu vois, des fois, t'as la pensée intrigante. Et là, par exemple, t'es là, t'es comme as, et tu repenses à un de tes traumatismes, t'es là, t'as la pensée où, tu sais, par exemple, t'es là, tu dors, tu repenses à ça, ouah, tu te lèves, ton cœur, il bat. La pensée intrigante ou le cauchemar, c'est ça qui doit sûrement l'impacter grandement. J'ai énormément fait de cauchemars et j'en fais d'ailleurs tout le temps. Encore aujourd'hui, c'est vraiment... chaque nuit, c'est vraiment une chance sur deux. Voilà, en plus, tu sais, quand on dit la nuit porte conseil, toi, t'es dans ton lit un peu avant de dormir. T'es là, tu t'apprêtes à dormir. Tu repenses à ça, t'as plus du tout envie de dormir, c'est horrible. Que ce soit une nuit horrible. Je revois finalement ce qui s'est passé. Je revois des scènes très concrètes parce que c'est vrai que j'étais jeune, mais on n'oublie rien de ça. Ça reste, ça laisse des traces, ça reste en tête. C'est des réveils horribles, c'est des nuits très angoissantes. Donc ça, c'est vraiment en fait les 2 points que je traîne encore aujourd'hui du haut de mes 22 ans. Quand j'avais 12 ans, j'ai même tenté de me suicider. Je me rappelle... en fait, avoir eu un trop-plein d'images, un trop-plein de souvenirs. 12 ans, je sais pas, je pense que c'est aussi un âge où finalement... T'as vu là, par exemple, nous, j'avais vu d'autres, les anciens, là, les 90 et d'où ils font les alliances. Mais c'est quoi cette vieille génération? Ils veulent que ce Suisse. Ils veulent que manger un petit Suisse, vous avez compris? Ils veulent que ce nanana pour un rien. Mais j'ai pas envie de me comparer à eux et tout, hein. De toute façon, on fait nos preuves dans cette génération. On voit si on les lave ou pas. Mais la vie, elle est rare. C'est-à-dire, moi, honnêtement, il faut pas tu vois, faut pas suisse. T'as capté, faut pas. Mais là, par exemple, tu vois, tu comprends. T'as capté ou pas? Tu comprends. Tu comprends, frère, l'enfer qu'elle a vécu. Toi, t'es là, tu viens d'un air. De ton air de 90, tu viens faire l'alliance, critiquer la génération. C'est trop facile de critiquer, tu vois, tu dis, de toute façon, vas-y, cette vieille génération, ils veulent ce Suisse. Bah non, frérot, dis pas des trucs comme ça. Surtout que chacun a son épreuve, et puis même cette personne-là qui est plus petite que toi, c'est un débile, il a peut-être un vécu 1000 fois pire que toi. Ils ont trop le jugement facile, les anciens. Ils savent pas ce que la nouvelle génération vit. On comprend beaucoup de choses et je rentrais dans l'adolescence, j'avais vraiment cette transition entre je comprends ce qui m'arrive, je me déteste, les cauchemars c'était horrible. C'est ma mère qui a appelé l'ambulance, le SAMU. Et donc voilà, donc après j'ai été à l'hôpital pendant un bon moment. C'est un geste que je regrette forcément, parce que c'était un peu lui donner gain de cause, j'ai l'impression. Ça fait partie finalement de ce avec quoi j'ai dû me construire. C'est très difficile d'arriver à comprendre ce qui se passe et de grandir avec ça en tête. Surtout quand on grandit et qu'on comprend pendant l'adolescence. Aujourd'hui, donc j'ai 22 ans et je pense que si en face de moi j'avais la Mégane de 8 ans, je lui dirais de pas s'inquiéter, que la vie elle est belle et que finalement on peut toujours s'en sortir, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on vit. Je pense, parce que regardez ses yeux, elle a vraiment les larmes aux yeux et je vous ai dit, c'est dur d'en parler. Je pense honnêtement dans la vidéo, ils ont dû faire des coupures où elle fait des pauses, elle reprend et tout. Je pense qu'ils ont dû faire multiples pauses pour tout enchaîner comme ça. Nous, on voit 18 minutes, mais peut-être que c'est 2 heures de tournage avec les pauses où ça l'émue. Je pense qu'on peut toujours s'en sortir avec de la volonté, avec un peu de courage et beaucoup de détermination. Je lui dirais de s'accrocher, d'essayer de réaliser ses rêves, de trouver une passion, de faire abstraction de ça et d'essayer surtout d'en faire une force. Pour pouvoir justement grandir avec un peu plus de caractère, beaucoup plus de volonté, de motivation
Je pense que je l'incriminerai pas en lui disant tu devrais avoir honte, t'en as pas parlé pendant 2 ans, mais t'es bête, parce que c'est au final ce que je m'étais dit à moi. Hein. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est finalement vraiment de ne pas hésiter à en parler. Ça peut être vraiment quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Moi c'est vrai que j'avais extrêmement peur de toutes les conséquences qu'on m'avait promises. Et au final, quand j'en ai parlé à ma mère et puis à un policier après, ça s'est bien passé finalement. Aujourd'hui, je suis quand même plutôt fière, comme je le disais, de là où j'en suis arrivée. Je suis en dernière année de master, j'ai un travail qui me plaît, j'ai un fiancé super et j'ai une famille que j'aime plus que tout. Et j'essaie vraiment de donner aujourd'hui de mon temps. Donc non, donc elle s'est très bien reconstruite, hein. Master, fiancé, et du coup pour la famille, j'ai pas entendu. J'ai une famille que j'aime plus que tout. Et j'essaie Ouais, donc quand elle dit j'ai une famille, je pense elle doit parler de sa mère et sa belle famille, pas de son père, je pense. vraiment de donner aujourd'hui de mon temps, de mon amour à mes proches et d'essayer d'être là un maximum pour les autres. Ça a développé vraiment cette qualité, je pense, en moi. Et voilà, j'essaie vraiment d'être à fond dans ce que je fais, dans mon travail par exemple, voilà, de voyager un maximum, de vraiment m'occuper et finalement faire ce que j'aime. Et je pense que c'est le plus important pour pouvoir continuer de vivre une vie normale malgré un lourd passé. Ok, franchement, très très belle vidéo. Et très grand courage de sa part, hein. Très très grand courage, hein. Et vous vous rendez pas compte de parler comme ça d'un traumatisme, d'un... Surtout comme ça, à visage découvert et tout. Il y a la famille. Tu sais, par exemple, ton futur... ou son travail, son futur travail, quand t'as fini son master ou quoi, ou son job, peut voir cette vidéo-là, va voir l'horreur qu'elle s'est vécue, tu vois. L'horreur qu'elle a vécue et tout. Non, c'est très courageux. Waouh. PDM hein, pour ces gens-là. PDM, honnêtement, pas de pitié. Pas de pitié pour ces gens-là. La PDM. Ah, je leur souhaite le pire. C'est une dinguerie. En plus, là, sa propre fille, tu sais. Tu sais, toi, en tant qu'humain, mais non, frère, même en tant qu'humain, je sais pas. Comme dit Frisk Corleone, hein. Ouais, bah, PDM pour les pédos. PDM, PDM. Bah, c'est horrible, hein. Dis-moi ce que t'as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi. Et non, on se dit au prochain live.